Merci. Donc on sera à deux voix pour parler de l'ORL, en effet. Donc nous n'avons pas conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Je relève là plutôt. Ouais. Alors, un petit mot d'abord sur la rechute en territoire irradié. C'est une situation qui est hyper fréquente en ORL. Si on prend toutes les localisations, toutes les histos et tous les stades confondus, on a 15 à 50% selon les séries de rechute locales. Et puis, du fait des facteurs de risque pour les épithermoïdes notamment, eh bien, on a jusqu'à 40% de second cancer. Une situation fréquente et une situation précoce. Cette rechute en territoire irradié, elle survient dans les 2 ans. Et puis une situation malheureusement grave, le pronostic est mauvais. Malgré un traitement local en situation de rechute en territoire irradié, il y aura 50% de nouvelles rechutes. Et puis forcément des traitements qui sont grevés de complications un peu plus lourdes. Néanmoins, optimiser le traitement loco-régional dans ces situations, c'est un vrai enjeu, parce que la plupart des décès vont avoir lieu du fait d'une progression loco-régionale. La chirurgie seule ne suffit pas à optimiser ce traitement local, donc le traitement de référence d'une rechute en territoire irradié, ça reste la chirurgie. Alors, pour illustrer cette fréquence, on revient un petit peu, on a déjà parlé de cette plateforme Radiette, qui est en fait une enquête de l'Estro ORTC de 2022. On voit que la réirradiation en ORL, sur 371 participants, il y en a 63% qui l'affirment. Elle arrive en 3e position, après les réradiations cérébrales et pelviennes. Et puis surtout, ce que met en exergue cette enquête, c'est qu'il y a une énorme hétérogénéité de prise en charge et qu'on a besoin de guidelines dans ces situations qui nous manquent un petit peu. La définition, on en a parlé, là on va être dans du type 1 pur. On est dans de l'ORL, donc c'est plutôt du 66-70 Gray que 45 Gray en premier. Et puis, on remet un équivalent de dose d'au moins 45 Gray à 6 mois. Alors, les indications de la réirradiation. On l'a dit, la chirurgie, c'est le traitement de référence. De même qu'en situation de primo-traitement, quand on est sur une situation de récidive, l'indication de la chirurgie, ça va être un compromis entre une exérèse qui est carcinologiquement pertinente, c'est-à-dire avec des marges, et puis la préservation de la fonction et de la qualité de vie. Donc une fois que la décision, l'indication est retenue, la réirradiation elle peut trouver sa place en situation adjuvante si on a des facteurs histologiques défavorables, en premier lieu des berges atteintes. Alors, nous, on a de la chance en ORL d'avoir des essais prospectifs randomisés, qu'on valide ça. Il y a un gain en survie, pas en survie, il y a un gain en contrôle local à cette réirradiation adjuvante. On n'a pas pu montrer de gain en survie parce qu'il y avait des décès toxiques, malheureusement, et puis il y avait un petit peu plus de rechute métastatique dans la radiothérapie par rapport à la surveillance dans l'essai du genou. Quand on n'opère pas, la réirradiation, elle peut être exclusive, elle est discutée en première option si la rechute est uniquement locale. Mais vous voyez que sans chirurgie, on est sur des survies globales qui sont plutôt autour de 10 mois, dans cet essai du GCO un peu ancien, mais qui comparait 3 modalités de radiothérapie exclusives en situation de réirradiation. Si on prend toutes les modalités confondues, c'est ça, on avait une survie globale moitié moins élevée que quand on opérait. Alors, le challenge, ça va être la sélection des patients. Ça va être savoir qui en bénéficie. Alors, la chance qu'on a eue, c'est cette publication de 2018. Alors, certes rétrospective, mais multicentrique, un essai américain, qui a en fait repris 412 patients, je crois, de mémoire, qui avaient bénéficié d'une irradiation en IMRT, avec un délai médian de 2,4 ans par rapport à leur primo-traitement. Il y en a 75% à peu près qui avaient en plus de la chimio-conco. Et puis, ils ont analysé les critères qui étaient associés à une meilleure survie globale. Donc, l'état général, le fait d'opérer, le fait d'avoir pas de séquelles majeures, c'est-à-dire pas de dysfonction. Donc, par dysfonction, on entend une dépendance à la trachéotomie ou à une alimentation entérale. Le fait d'être dans un délai de plus de 2 ans, et puis certaines localisations qui est un peu plus favorable, plus du fait d'une histo particulière que d'une localisation en elle-même. De cet essai a été tiré un score qui nous aide aussi beaucoup pour la sélection des patients, qui est le score RPA, parce qu'on voit qu'il y a 3 groupes différents et que la survie globale à 2 ans ne va pas du tout être la même en fonction de ces 3 groupes. On est RPA 1 lorsqu'on est opéré à plus de 2 ans de son primo-traitement, et on a une survie médiane à 2 ans qui est alors de 62% presque. Alors qu'en RPA 3, c'est-à-dire qu'avec une dysfonction d'organes au moment de la récidive,
on chute brutalement à 16,8% de survie globale à 12 ans. Alors, concernant la technique de réirradiation ORL, cette slide résume les recommandations américaines. Donc, en adjuvant, on n'a pas full option. C'est l'IMRT qui est recommandé. Si on peut, on potentialise par du platine si l'état général le permet. En situation exclusive, on a beaucoup plus d'options. On a l'IMRT, qu'on potentialise si on peut. L'hyperfractionné, enfin le bifractionné, on va faire d'autant plus si on ne peut pas potentialiser. La stéréo, les particules lourdes et la curie. Alors, juste un mot sur les particules lourdes. Il y a beaucoup de séries publiées, souvent de petite taille, plus volontiers rétrospectives ou en tout cas prospectives sans randomiser contre d'une autre technique. Les protons montrent un vrai gain dosimétrique, forcément, sur la dose moyenne aux organes à risque, qui peut aller jusqu'à, il y a des séries, 86% de diminution de la dose moyenne aux organes à risque quand on fait de l'IMPT par rapport à du VMAT. Reste à corréler à la clinique ce gain-là, et puis compte tenu des contraintes qu'on connaît d'accessibilité à la proton et d'organisation pour des tumeurs qui sont parfois d'évolution rapide, on les réserve vraiment à des cas ultra sélectionnés, des patients en bon état général, qui ont une histologie plus volontiers radiorésistante, d'évolution un peu lente, et puis près d'un organe à risque clé, comme c'est souvent le cas sur la base du crâne. Alors comment on choisit la technique? D'abord, oui, avant le choix de technique, je voulais parler de cette revue qui est plutôt bien faite, qui a repris 50 essais de réirradiation ORL en fonction de leur technique. Donc depuis la RC3D à la RCMI jusqu'à la stéréo et même la proton. Et ce qu'on voit, alors toute proportion gardée, puisque c'est quand même beaucoup d'essais rétrospectifs et qui restent parfois de petite taille, mais ce qu'on a l'impression, c'est qu'avec l'amélioration des techniques et surtout avec la meilleure sélection des patients, on gagne en contrôle local. On était, on l'a dit tout à l'heure, 10, 20, 30% en fonction de s'ils s'opéraient au début des techniques de réirradiation en 3D, et on passe maintenant plutôt de l'ordre de 30, 40, 50% de contrôle local à 2 ans. Et puis on voit aussi une tendance à une diminution des toxicités. Dans les séries historiques, on avait des décès iatrogènes qui tournaient autour de 11%, ce qui était assez élevé. Maintenant, on est après un topo sur le sein, on trouvera ça énorme d'être à 3% de décès iatrogéniques, mais on le diminue. Donc concernant le choix de la technique, les recos américaines n'ont pas précisé quand est-ce qu'on fait telle ou telle technique de manière très, très robuste. Alors, il y a cet algorithme qui a été publié pour le coup par Julien Bio, donc français, qui en fait essaye de déterminer des critères de choix de telle technique ou pas en fonction du score RPA, encore une fois. Donc on voit qu'on aura plutôt tendance à proposer de la stéréo lorsqu'on est dans des situations de RPA 3 ou avec des petits volumes. Après cette publi, en fait, il y a eu la publi très très récente, là ça fait quelques mois, de la grosse série de Lille, qui sont en fait ceux qui réirradient plus, notamment en stéréo. Donc ils ont dans cette série-là 110 patients. Alors en fait c'est pour partie la série de leur phase 2 qu'ils avaient fait il y a quelques années avec du Cetux Congo. Ils ont amplifié au fur et à mesure avec de la stéréo seule sans Cetux. C'est pour ça qu'ils sont passés de 60 à 110. Donc, toujours est-il que ces 110 patients qui n'étaient pas opérés ont tous reçu 36 grès en 6 fractions avec un PTV médian de 22 cc. Et ils ont un contrôle local à 2 ans qui est proche de 50%. Une survie médiane qui est proche de 2 ans, en 20 mois. Et puis peu de toxicité hémorragique qui n'ont pas entraîné de décès. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ça confirme un petit peu ce qu'on vient de montrer là, qui avait été posé avant, mais que le PTV, il a un rôle essentiel. Et là, il ressort même en suivi global. Donc, on réserve la SBRT pour des petits PTV 25-30 cc maximum. Quand est-ce qu'on choisit les MRT? Dans les autres situations, donc on l'a dit systématiquement quand ils sont opérés, et puis lorsque le volume est plus important, et pour les RPA2. Alors, d'où ça vient qu'on propose plus volontiers l'IMRT pour des RPA2? Ça vient de cette grosse série qui a été publiée en 2018-2019, qui était uniquement des patients non opérés. Ils étaient 414, il y en avait donc 217 traités en IMRT et 197 en stéréo.
On voit qu'il n'y a pas d'impact sur la survie globale en fonction de la technique qu'on utilise pour les RPA3, mais ce qui n'était pas vrai pour les RPA2. On avait une différence significative entre l'IMRT et la SBRT. Je rappelle, celle-ci est rétrospective. Et puis, en fait, quand on fait une analyse en sous-groupe, en fonction de la dose des SBRT, on gomme cette différence entre les deux techniques. Ce qui veut dire que si on se lance dans de la SBRT, il ne faut pas faire moins de 30 gray, parce qu'on fait moins bien, enfin moins de 35 même. D'où, encore une fois, ce schéma de 36 en 6. Alors, concernant la contrainte des organes à risque, il n'y a aucune recommandation publiée en réirradiation. J'ai retenu deux essais. Ce premier-là, parce qu'en fait, c'est une revue de la littérature qui est assez grosse. Donc, 39 études, plus de 3700 patients. Près de 30% étaient opérés, et puis avec toutes les techniques. Si on ressort globalement la toxicité sans prendre technique par technique, on est autour de 30%, que ce soit en aigu ou en tardif. Et puis ce qu'on craint le plus dans ces toxicités, soit par leur fréquence, soit par leur gravité, c'est l'hémorragie sur rupture de carotide, c'est l'ostéoradionécrose, c'est la dysphagie qui impose une alimentation entérale ou le trismus. Donc la revue était prometteuse, puis finalement, quand on creuse, il ressort très peu de choses. Il ressort qu'une seule recommandation, c'est de ne pas dépasser 120 gray dans la carotide. Et puis, ils nous disent que pour limiter ces toxicités-là, il faut plutôt jouer sur les paramètres du traitement, le délai, le fractionnement et le volume. Et la deuxième étude qu'on a retenue comme étant intéressante concernant les contraintes qu'on peut donner aux organes à risque, c'est celle-ci. En fait, ils ont pris 50 patients réirradiés en IMRT, et puis ils ont essayé de corréler les HDV de certains organes à la toxicité. Donc, pour l'hémorragie dans la carotide, etc. Et puis, ce qu'on voit, c'est que pour la carotide, c'est plutôt un bon modèle, celui-là. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul qu'on ressent. C'est que plus la dose augmente, plus le risque que l'événement survient arrive. Et on peut faire une recommandation sur la Dmax, donc 120 ou 119. Quand on regarde pour l'ostéoradionécrose, c'est déjà beaucoup moins vrai. On voit que plus précocement, l'événement peut survenir. Alors, est-ce que c'est parce qu'on se trompe de paramètres? Il ne faut pas regarder la Dmax, probablement, comme c'est le cas déjà pour les primo-traitements. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas faire le risque sans prendre en compte les cofacteurs, et ils sont importants dans la survie de l'ostéoradionécrose, beaucoup plus que pour d'autres toxicités? Et puis alors, pour la dysphagie, là, c'est encore plus... il y a non seulement, on ne prend probablement pas le bon paramètre, mais ni les cofacteurs, mais en plus, on ne prend probablement pas le bon organe, parce que pour qu'il y ait une dysphagie, ce n'est pas seulement le larynx qui ne fonctionne pas, c'est les muscles constricteurs, c'est la xérostomie qu'on a induite avec les doses aux glandes salivaires. Donc en fait, on a vraiment besoin de modèles multi-échelles pour prédire les toxicités, et d'autant plus en réirradiation. Et puis pour la moelle, on voit que ce n'est pas vraiment notre problème en ORL, déjà parce qu'on l'a dit tout à l'heure, sur le primo-traitement, ils sont souvent sur les doses délivrées, maintenant qu'on a les MRT, sont autour de 30, 35, mais en fait avec des doses par fraction qui sont largement en dessous de 2. Et puis quand on y retourne, on arrive largement la plupart du temps, à ne pas dépasser ce grand dogme d'une dose cumulée de 50 gray. Et on n'applique pas le modèle de récupération parce qu'il n'est pas, comme il est basé plus sur des lésions rachidiennes, en tout cas, pas en ORL, on ne l'applique pas, puis ça ne pose pas de souci, on arrive avec le D50 max. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique à l'ICO? On réfléchit aux indications de réirradiation à plusieurs en RCP, et puis on prend en compte ces paramètres-là, qui sont pour grande partie inclus dans le RPA, le délai, est-ce qu'ils sont opérés, est-ce qu'ils fonctionnellement ça va, l'état général, la localisation et le volume. Et puis on se retrouve avec ces situations-là d'un patient qui a été traité il y a moins d'un an, qui n'est pas opérable, qui a des séquelles, avec un état général limite, qui a une localisation plus volontiers sous-yoïdienne, avec un risque, s'il n'est pas déjà trachéotomisé, d'avoir une traque en subaigu, un volume qui est mal limité, en tout cas qui n'est pas forcément limité au T, et d'emblée exclu de la réirradiation. D'accord. Et puis, il y a ces situations-là. Un patient à plus de 2 ans, qui a une exérène, donc qui est opéré de sa rechute, qui plus est avec une reconstruction, donc là c'est le luxe, on a du nouveau tissu tout neuf, pas ou peu de séquelles de son premier traitement, un état général conservé, une localisation plus volontiers sucioïdienne, ou en tout cas encore mieux, suffisamment loin de la mandibule, et limité au T. Donc là, vraiment, c'est le candidat idéal pour la réirradiation.
Et puis malheureusement, il y a tous les autres, entre les deux, pour lesquels on a plus de mal à savoir si la sélection est bonne. Donc on discute plus volontiers les alternatives. Alors les alternatives, quelles sont-elles? On l'a vu un petit peu au début, hein, quand ils sont opérés, c'est de continuer de surveiller, pas proposer de radiothérapie adjuvante. Et puis quand ils sont non opérés, c'est de se lancer dans un traitement systémique. On a eu longtemps pas beaucoup de choix en traitement systémique en ORL, en première ligne, et en rechute. Maintenant, on a un peu plus de choses, donc on peut en profiter. Et puis l'alternative, c'est aussi de discuter les inclusions dans les essais. Alors, AdjoRL vient de fermer. C'était un essai de phase 2 qui incluait des patients opérés qui présentaient des critères de mauvais pronostic qui faisaient discuter la réirradiation et chez qui on proposait en alternative plutôt de l'immunothérapie adjuvante. Donc il y avait 2 cohortes, de l'immunosol d'abord avec du niveau, puis une deuxième cohorte ensuite niveau IPI. Donc on attend les résultats avec impatience. Il y a pas mal d'essais de radiothérapie immuno en réirradiation, donc ça c'est plutôt aux États-Unis, avec des bifractionnements en schéma de radiothérapie associé à de l'immuno. L'association radio-immuno, c'est pas terrible pour l'instant, mais parce qu'on est sur des gros volumes prophylactiques ganglionnaires qui probablement masquent un peu le bénéfice associé à l'immuno, ce qui n'est pas du tout le cas en réirradiation. C'est pour ça que ces essais sont probablement intéressants. Il y a un essai qui est en attente d'ouverture de cryo. Bon, c'est moins ma spécialité, je ne sais pas s'il sera pertinent celui-ci. Voilà. Donc une fois qu'on a acté l'indication, le workflow qu'on suit est assez standard. Pour les volumes, alors on a la chance, il y a un essai qui a montré qu'en situation de réirradiation en ORL, la rechute, si elle a lieu après le traitement local, elle est dans 96% des cas dans l'isodose 95. Donc on confirme bien qu'il faut prendre que le volume cible, avec une marge qui dépend de la technique. En termes de dose, on fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on est sur l'IMRT, on essaie de mettre au moins 60 grammes. Si on peut, le potentialise. On ne fait pas de CTV Baris, qu'on l'a vu. Et puis, on fait de la stéréo chez nous quand ils ne sont pas opérés avec des petits volumes uniquement. On ne propose jamais de les potentialiser en systématique, mais s'ils sont sous cétuximab d'entretien, on essaie de le poursuivre. Il n'a pas été montré un gain en survie globale à l'ajout du cétux en situation de réirradiation. Et puis, on applique peu de contraintes, on l'a dit, parce qu'on n'en est pas certain. Donc, en dehors de la carotide et de la moelle, voilà. On va passer au cas clinique. Merci Mélanie. Donc, pour commencer, un cas clinique qui illustre des indications de radiothérapie stéréotaxique de rattrapage. Donc, un patient de 78 ans, initialement traité pour un T1N0 de corde vocale gauche, traité en radiothérapie exclusive à 68 degrés sur le larynx exclusivement, en arc-thérapie, ce qui a permis une épargne carotidienne. Il rechute un an après. Il a une chirurgie de rattrapage, PLT. C'est à ce moment-là un carcinome épidermoïde, PT4 PN0R0. Il a des engaînements périnerveux, pas d'embole et un PDL1 à 0%. Je le revois théoriquement à ce moment-là pour une indication de radiothérapie adjuvante et en fait, pas de bol, il a une carcinose péritonéale sur une gyste extrêmement évoluée. Et il est tellement en mauvais état général qu'il est mis sous Glivec de manière empiriste. Et il est surveillé par la suite. Dans la surveillance, il réévolue au niveau ORL. 9 mois après la PLT, il a 2 nodules, un au niveau du trachéostome et un au niveau de la base de la langue postérieure gauche. Je le surveille un peu pour voir si ces nodules sont évolutifs, parce qu'il est toujours sous Glivec, c'est un bon radiosensibilisant. Et finalement, comme ça réévolue, j'en discute avec les ORL et on propose une réirradiation. Et donc, d'un point de vue technique, il est réirradié sur un trou BIM en arc-thérapie, 2 zénières, concoplanaire en 6XFFF, avec une prescription d'intention de 6x6, couverture 99-99, avec une petite triche sur la carotide à nouveau pour pouvoir l'épargner. Masque 5 points, je vais faire tirer sa canule parce que c'est une anatomie un peu atypique, ce qui rend aussi complexe la balistique d'approche. Il est obligé de garder sa sonde nasogastrique d'alimentation pour la radiothérapie et je lui fais arrêter le Glivec 5 jours avant la radiothérapie. C'est des petits GTV de 3,6 et 0,9 cc, des PTV de 3 mm.
Et au niveau de la tolérance aiguë, malheureusement, je ne peux pas aller jusqu'à la 6e fraction sur le nodule du trachéostome à cause du point chaud, là, que vous voyez à 40 degrés, que je n'ai pas réussi à effacer malgré 3 itérations. Il fait une mucite focale de grade 3, donc comme la série de Lille, il saigne au niveau de son trachéostome. Et j'attends un peu, mais finalement, je prends la décision de lui faire reprendre son Glivec 3 semaines après sa dernière séance. En termes d'EQD, au niveau du canal médulaire avec un alpha-bêta 2, on arrive à 24 gray d'EQD2 au final. Au niveau de la carotide, donc j'avais bien forcé en demandant à mes dosimétristes de mettre une Dmax, comme pour le niveau d'œsophage aussi, une Dmax aux alentours de 25, et s'ils pouvaient la baisser, c'était encore mieux, ce qui fait des EQD2 finaux à 100 gray et 110 gray. Au niveau de la trachée et de la peau, les EQD ils sont plus discutables parce que c'est un patient qui a été opéré, il y a probablement un bout de sa trachée qui a été enlevé, donc j'ai pris les sommes brutes sur les HDV et on se retrouve voilà, avec des choses qui à mon sens ne sont pas à prendre pour argent comptant, mais voilà, j'ai accepté en l'état. Est-ce que tu veux qu'on fasse ton cas numéro 2 ? Il reste 37 secondes. Je vais vite. Un deuxième cas, un monsieur de 35 ans qui ne fumait pas, qui présente un T3-0 de la zone de jonction linguale droite, il est opéré, reconstruit par un lambeau chinois, il est en berge saine, il a une radio chimio-adjuvante, probablement sur le jeune âge, c'est pas moi qui l'avais traité à l'époque, mais en tout cas, c'était justifié. Donc une capture d'écran, mais il avait été fait de l'unilatéral à la tomo. Et moi, je le rencontre à 3 ans. En fait, il présente une rechute locale un tout petit peu en arrière à la place postérieure du lambeau, sur la base de l'angle droite, T2N0. Il n'y a que ça. Il est en très bon état général. Il a une reprise d'oropharyngectomie droite avec un nouveau lambeau chinois controlatéral. Cette fois-ci, il est R1. Et il mangeait bien. Malgré l'oropharyngectomie droite, il jetait bien en arrière. Donc, il n'était pas du tout dépendant du sonde. Et Adjo-RL, dont on parlait tout à l'heure, était ouvert, donc on l'a mis dans l'essai. Il a eu 1 an de nivolumab, il a bien toléré, il a arrêté, comme c'est prévu dans l'essai, 1 an. Et puis, à 1 an de la fin du traitement, de nouveau une rechute locale qui est exactement au même endroit, qui cette fois-ci n'est pas opérable. Et donc là, je propose la réirradiation. On avait ensemble pesé la balance bénéfice-risque, hein. Il était plutôt avec un délai largement acceptable. C'est du coup bien plus de 2 ans. Un nouveau lambeau, un volume limité au T, une localisation oropharyngée, un état général très bon. Ce qui plaidait un tout petit peu en sa défaveur, c'est qu'il n'était pas opéré. Et que pour lui, il avait des séquelles, c'était uniquement une xérostomie. Il mangeait très bien. Donc il a refusé la réirradiation et il est parti en chimiothérapie de première ligne avec du Tipex. Il a eu 4 cures, ce qui a permis une régression partielle, mais il restait une lésion. Là, il m'est adressé en réirradiation, un peu de clôture, en se disant on est dans le nadir, c'est le moment d'y aller. Il ne veut toujours pas. Il part demander un second avis à Paris, qui lui dit c'est peut-être bien de faire la réirradiation maintenant, donc il revient et on le réirradie. On avait opté pour faire du normofrac, il a eu 60 gray. Alors, DCA, c'est parce qu'en fait, on était dans le demi-run de l'essai stéréo post-op, pour ceux qui font l'ORL, c'est un essai de stéréo en adjuvant, mais pour les primo-traitements. Et comme on l'avait fait en DCA et qu'on trouvait que le gradient était bien, on avait fait ça. On avait arrêté son CETUX, je disais tout à l'heure, on essaie de le garder quand il est en entretien, mais il avait une toxicité cutanée qui ne permettait pas. Il a plutôt bien toléré sa réirradiation. D'ailleurs, il est arrivé avec des douleurs au départ qui se sont amendées dans les suites. Donc, en termes de dose, on avait 83 grammes sur la parotide en regard du PTV, en max. Première évaluation, il va bien cliniquement, puisqu'il a plus mal. Et puis en imagerie, la lésion est très hétérogène. Forcément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc on ne sait pas trop faire la différence entre de la radionécrose, de la rechute locale. On continue de surveiller, et puis à l'évaluation à 6 mois, réapparition de douleur, progression, rechute locale non prouvée histologiquement, mais ça ne servait à rien de biopsier. Donc on reprend une chimio, finalement, la chimio ne suffit pas, il a que 3 cycles, mais il continue de progresser. On met sous immuno. Il a à peine 3 cycles, il continue de progresser, puis il commence à être dysphagique. Et il part pour un essai de phase 1 à l'IGR. Finalement, il a tout juste commencé parce qu'il continuait d'évoluer. La fin de l'histoire, c'est qu'à 1 an
de la réirradiation. Il a saigné, une hémorragie grade 3. Il a été en fait embolisé, donc il n'en est pas décédé. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la dose à la carotide, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est probablement alors, une ischémie pour partie tumorale, mais peut-être aussi radio-induite, et puis une nécrose de sa tumeur et de sa langue, et puis en fait une hémorragie sur chute d'escarre. Il est décédé à 1 an et demi de la réirradiation, donc c'est ce qu'on a dans les essais, à peu près moins de 2 ans de contrôle local. Voilà, la fin n'est pas très gaie, mais je me rends compte en me disant. C'est le RL, quoi. Voilà. Merci. Donc on voit bien que c'est en réirradiation, il y a des essais de phase 3, c'est faisable en fait vraiment d'un point de vue technique de radiothérapie et on a l'impression qu'il nous manque juste un bon radiosensibilisant, quelque chose qui... un peu de Jamesar, ouais. On peut toujours essayer. Ce qu'on se dit souvent, on se fait une mauvaise blague entre associés, c'est qu'on dit toujours, ouais, la réirradiation, c'est toujours plus de doses, mais avec moins de doses, en fait. De par les limites qu'on peut avoir voilà, avec la vraie vie des organes à risque. Donc pourquoi pas, si on demandait peut-être au Père Noël de monter cet essai avec du Xevinapant, un XXL2, quoi, et plus ou moins du Cetux. Et puis introduire aussi peut-être d'un point de vue technique de radiothérapie des balistiques plus complexes, du non-coplanaire dynamique quand on pourra le faire avec on espère les constructeurs qui vont pousser aussi dans ce sens-là. Et puis adjoindre toutes les techniques aussi de soins de support et notamment en ORL, je vais glisser un petit mot pour la photobiomodulation qu'on a implémentée dans notre centre récemment et qui franchement ça marche. Je vous invite tous à regarder pour ceux qui sont sceptiques. Voilà. Merci. Merci.